On recommence avec la présentation de Lydia Colegio-Durand qui s'intitule Les données démographiques du Québec pré-industriel font-elles partie du champ de l'étude d'histoire? Pour la présenter, elle est originaire du Pays basque. Elle fait présentement un doctorat en biologie à l'Université de Sherbrooke et elle est aussi impliquée auprès du comité Promo-Sciences du Rexus. Et on la remercie encore une fois pour la belle co-organisation pour l'événement. Aujourd'hui, elle nous explique de quelle façon les données sociodémographiques peuvent être utilisées dans la biologie évolutive et en parlant de la sexualité de vos arrière-grands-parents. Merci de l'accueillir avec une belle main d'applaudissements. Bonjour. Oui, aujourd'hui, je vais vous démontrer un mythe. Est-ce que les données démographiques de Québec pré-industriel sont de l'histoire? Mais avant de commencer, j'ai une petite question pour vous. Qui d'ici vient d'une famille québécoise? Levez la main. Wow! OK, c'est quand même beaucoup. OK. Ouvrez bien vos oreilles parce que ça vous intéresse. Parce que, OK, je vais vous parler de comment la sexualité de vos grands-parents ont affecté à la population de la Nouvelle-France, ou plus précisément, comment vos ancêtres fourraient plus que vous. OK, mais j'ai une confession à vous faire. Malheureusement, j'ai une confession à vous faire. Est-ce que j'ai un problème avec ma recherche? Et non, c'est pas que mon chat me laisse pas travailler. C'est que chaque fois que je parle de ma recherche, j'ai un déjà vu. Qui d'ici sait c'est quoi un déjà vu? OK, c'est quoi? OK, exactement. C'est quand on est en train de vivre une situation et on a déjà la sensation de l'avoir déjà vécu. Est-ce que chaque fois que je pars de ma recherche, et la personne me dit « Oh, tu travailles avec la population pré-industrielle, avec les données démographiques, mais je pensais que ce sujet était l'archéologie, l'anthropologie, la démographie, l'histoire, la sociologie. Mais non, c'est un mythe, parce que moi, ce que je fais, c'est de la biologie. » Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait la biologie avec ça? Ben, bon, en biologie, et plus précisément en écologie évolutive, on a une théorie super importante. C'est la théorie d'histoire de vie. L'histoire de vie décrit la vie d'un individu de son début à la fin, et il est tous les traits qui caractérisent la maturation, la reproduction et la longévité. Et qu'est-ce que c'est mieux pour un individu? Bon, par rapport à la reproduction, c'est mieux d'avoir plus et plus d'enfants et que ces enfants, sa descendance survit à l'âge adulte et aussi avoir une plus longue longévité, donc vivre plus temps. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi c'est important les traits d'histoire de vie? Dans la population de Québec pré-industriel, et pour la reproduction, on a les traits d'histoire de vie suivants. On sait quand ils se sont mariés, on sait où se sont mariés, on sait avec qui se sont mariés, on sait combien d'enfants ils sont où, et on sait à quel âge il avait quand sa progéniture est née, s'il avait 20, 30, 40 ans. Et on sait aussi s'il a passé 1 an, 2 ans entre les accouchements. Et par rapport à la longévité, on connaît quand ils sont nés, quand ils sont morts, où ils sont nés, où ils sont morts. Et on connaît aussi quel âge il avait quand ils sont morts. Mais une chose qu'on n'a pas, malheureusement, dans ces données, c'est pourquoi ils sont morts. Des fois, on peut les deviner parce que si c'est une femme qui est morte le même jour ou quelques jours après un accouchement, c'était l'accouchement et la raison de la mort, mais sinon, malheureusement, on ne le sait pas. Et pourquoi tu as toutes ces données de où ça vient? Bon, ça vient d'un registre qui s'appelle le registre de la population du Québec ancien. Donc, les démographeurs de l'Université de Montréal sont allés à toutes les petites paroisses, toutes les églises de Québec. Ils ont ramassé les lacs de mariage, lacs de mort, lacs de naissance, puis tout ça. Ils ont construit une belle table d'Excel avec laquelle je peux travailler.
Et quelle autre donnée est-ce que j'ai? Ben, je sais c'est qui chaque individu, je sais si c'est un homme ou une femme, je sais qui était sa mère, qui était son père, qui était sa grand-mère, qui était son grand-père, et je sais qui étaient ses frères et sœurs. Donc, si vous avez de la curiosité et vous voulez savoir plus de ça, vous pouvez aller chercher le registre de la population de Québec ancien et chercher vos ancêtres. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi ça t'intéresse? Pourquoi c'est important pour la biologie? Blablabla. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier, c'est que l'évolution continue d'affecter les êtres humains. Bon, donc dans cette étude, elle a été faite dans la petite île d'Île aux Coudres. Ils ont étudié les 2 traits d'histoire de vie de l'âge à la naissance du premier enfant, donc si la femme avait 20, 30 ans ou combien, et le nombre d'enfants que chaque femme a eu en moyenne. Donc, l'étude va de l'année 1800, a commencé dans les années 1800, et à début de l'étude, en moyenne, les femmes avaient son premier enfant à l'âge de 26 ans, et à la fin de l'étude, 140 ans plus tard, en moyenne, les femmes avaient son premier enfant à l'âge de 22 ans, donc 4 ans plus jeune, c'est quand même beaucoup. Mais à début de l'étude, dans les années 1800, il avait en moyenne 4 enfants, et à la fin de l'étude, en moyenne 8 enfants. Donc c'est quand même un gros changement pour seulement 140 ans. Donc avec cette étude, ils ont démontré comment certains traits de l'histoire de vie humaine sont soumis à la sélection naturelle parce qu'un âge à la naissance du premier enfant plus jeune a été sélectionné et a eu comme résultat un nombre plus grand d'enfants. OK, le deuxième exemple, c'est est-ce que la présence des grands-mères aide aux petits-enfants à survivre? Et dans cette étude, ils ont étudié la population entre les années 1720 et 1750 et ils ont étudié les traits d'histoire de vie de la présence de la grand-mère. Donc, si la grand-mère était en vie et habitait proche de sa fille, et le nombre d'enfants que sa fille a eu, qui ont survécu jusqu'à l'âge adulte. Donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que quand la grand-mère était en vie et habitait proche, chaque femme avait en moyenne 4 enfants qui survivaient jusqu'à l'âge adulte, mais quand la grand-mère était morte ou habitait trop loin, chaque femme avait seulement 3 enfants qui survivaient jusqu'à l'âge adulte. Donc, ça nous donne de l'importance évolutive pour les grands-mères et c'est une petite justification pour la ménopause parce que même si la grand-mère ne peut pas se reproduire elle-même, elle peut aider à que ces petits-enfants peuvent survivre. Et le troisième exemple, c'est est-ce que le lieu de naissance de la mère a une influence sur le nombre d'enfants et leur survie. Donc ici, on a comparé le nord de la fleuve Saint-Laurent avec le sud de la fleuve Saint-Laurent et on a aussi comparé les 2 villes de Montréal et Québec avec les campagnes qui sont toutes terrestres. Donc, pour les traits de nombre d'enfants nés, on a comparé le nord de la fleuve Saint-Laurent et on a trouvé qu'en moyenne, chaque femme avait 7 enfants, mais dans le sud, chaque femme avait en moyenne 8 enfants. Donc, quand la mère est née au sud de la fleuve Saint-Laurent, ça l'a donné de meilleures conditions pour après avoir plus d'enfants. Pourquoi? Parce que les conditions pour les cultures sont meilleures dans le sud de la fleuve Saint-Laurent, donc elle avait plus d'accès à la nourriture, donc elle a grandi plus saine et a pu avoir plus d'enfants. Et pour les traits, le nombre d'enfants qui survivaient jusqu'à l'âge adulte, on a comparé les milieux urbains, donc Québec et Montréal, avec la campagne. Donc, dans le milieu urbain, en moyenne, chaque femme avait entre 3 ou 4 enfants qui survivaient jusqu'à l'âge adulte, mais dans le milieu rural, chaque femme avait 5 enfants qui survivaient jusqu'à l'âge adulte. Donc, quand la femme est née dans le milieu rural, elle avait aussi plus d'enfants qui survivaient jusqu'à l'âge adulte que les femmes qui sont nées dans le milieu urbain. Et ça, l'explication, c'est parce qu'elle avait plus de nourriture disponible, aussi, elle avait moins de maladies dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Donc, l'étude des traits d'histoire de vie, ça qui nous permet d'étudier, c'est la sélection naturelle, l'interaction entre les traits et les effets de l'environnement.
Et le message à retenir, ce que je veux que vous vous souvenez, c'est qu'avec les données démographiques de Québec pré-industriel sont vraiment exceptionnelles et ça nous permet de faire la recherche en nombreux domaines, dont la biologie. On utilise... Oui, la question c'est comment est-ce qu'on sait que c'est la présence ou l'absence de la grand-mère qui fait que les enfants ont une meilleure survivance et ce n'est pas une autre chose, par exemple. Et c'est parce qu'on fait des modèles statistiques. Donc, dans les modèles, on a beaucoup de variables. Par exemple, pour les modèles avec la grand-mère, ils sont aussi inclus l'endroit de naissance, l'âge de la mère, la famille, l'année, parce que ce n'est pas le même si c'est l'année 1650 que l'année 1750. Donc, il fait un contrôle pour toutes ces variables et il voit qu'il y a vraiment une différence significative. On aime ces mots beaucoup en sciences. Donc, il y a une différence quand la grand-mère est là et une différence quand la grand-mère n'était pas là. Et aussi, dans cette étude, plus précisément, ils ont comparé, je ne l'ai pas dit, deux sœurs. Donc, une sœur qui avait la mère, o sea, la grand-mère proche et en vie, et l'autre sœur, que quand ça reproduit, et la mère était déjà morte ou habitait trop loin. Donc, dans cette étude, plus précisément, elle a été une étude intrafamiliale. Donc, ils ont comparé la survivance des petits enfants en comparé deux sœurs. Donc, c'est vraiment fort. Merci pour ta question, c'est très important. Oui, ouais. Alors ça va rejoindre un petit peu l'autre question. Je voulais savoir comment vous faites pour faire la différence entre une pression de sélection, donc vraiment le phénomène de l'évolution qui aurait lieu sur les 140 années qui ont été étudiées, et une différence sociétale, c'est-à-dire que la société changerait, ce qui fait que les gens auraient plus d'enfants juste parce que c'est plus pratique d'avoir plus d'enfants. Comment on fait la différence en fait? Comment vous arrivez à faire la différence? Bon, c'est un peu compliqué de répondre à la question parce que quand il est plus favorable d'avoir plus d'enfants, ça c'est une pression de sélection. C'est pour ça que, si ça ne serait pas favorable d'avoir plus d'enfants, les traits n'auraient pas été sélectionnés. Donc, quand la société fait une influence positive à avoir plus d'enfants, comme dans ce cas, ça c'est aussi une pression sélective. C'est un peu les deux choses. On ne peut pas faire... donc, la société fait la société fait aussi la sélection naturelle. C'est la même chose, on dira. Ok, juste... Enfin, ça ne répond pas tout à fait à ce que je voulais dire. Peut-être que je m'exprime mal. Parce qu'en fait, le nombre d'enfants ne dépend pas forcément directement de la génétique en fait, de la personne. Ou si... Parce que ce que je veux dire, c'est que la pression de sélection va changer le génome des gens, donc le génome de la population, alors que la pression sociétale va juste changer la façon dont les gens font des enfants. Et mais le trait qui a changé, c'est l'âge auquel la femme avait son premier enfant. Et en conséquence, il avait plus de temps pour avoir plus d'enfants. Donc c'est ça qui a changé. Donc une chose a changé à cause de l'autre. Ok, du coup, ma question, c'est est-ce que ce changement d'âge, il est dû à un changement du génome, vraiment, intrinsèque à la personne, ou est-ce que c'est plus une décision par rapport à la société dans laquelle la personne vit? Oui, on ne peut pas le demander, malheureusement. Mais quand c'est un changement de la société, en plus, dans ce cas, c'est une petite population, mais nous, on ne peut pas savoir la raison, si c'est une décision consciente de « Oh, au lieu d'avoir mon enfant à l'âge de 26 ans, je vais l'avoir à 22 ans »,
on ne peut pas les demander, on ne sait pas si c'est une décision consciente, mais on sait, ça qu'on voit, c'est l'âge moyen de la première reproduction et le nombre d'enfants. Ça, on a les données. Donc, on ne peut pas tester, on n'a pas les testimonies, on n'a pas les raisons, mais on voit les résultats et c'est ça qu'on a trouvé. Donc, le trait a été sélectionné dans cette direction. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, c'est bon. Merci beaucoup. OK, merci à toi. Merci.